podcast Binge Audio. Up in the Sky, un podcast de la RTS embarqué chez Programme B. Up in the Sky, sous la cape des super-héros. Up in the sky! Décryptage du phénomène par les sociologues Valérie Gorin et Gianni Haver. La semaine dernière, on a parlé un petit peu de la naissance, de l'aspect mythologique du super-héros. Puis il y a plein de questions qu'on se pose à propos de ces personnages. Finalement, qu'est-ce qu'ils font le restant du temps ? Les super-héros en pantoufles, en fait. C'est vraiment l'idée. Ou dans leur salon, en fait. Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a deux choses. C'est vrai que la vie quotidienne des super-héros, on la connaît pas tant que ça, puisque c'est vrai que le but du comic, c'est de se focaliser sur leur vraie nature, qui est de montrer leur super-pouvoir. Mais quand on la connaît, ça fonctionne surtout un peu en miroir de ce qu'ils sont. Donc c'est plutôt, on a soit par exemple des personnages qui sont assez losers dans la vie privée, qui ont plutôt un handicap social ou psychologique, qui savent pas comment se comporter selon les conventions. Donc on a l'adolescent Spider-Man qui se prend des vents complets avec ses copines. NJ, je sais pas si t'es au courant, mais on est voisins depuis que j'ai 6 ans et je me demandais si on pourrait sortir ensemble un soir. On pourrait peut-être s'amuser un peu, ou pas. On a aussi les X-Men quand ils sont adolescents, très intéressants. On les voit un petit peu, notamment dans les versions au cinéma. Ils sont gênés par leur super pouvoir, ils osent pas en parler. Des phénomènes qui sont d'ailleurs très proches de ce qu'un adolescent pourrait ressentir quand il a de l'acné, ou même avec toute la question des LGBT, le coming out. C'est pas un super pouvoir l'acné. Non, justement. Mais c'est plutôt justement, ils en ont honte de leur super pouvoir. Ouais. Donc on a ce côté finalement de gens qui sont plutôt exclus, qui sont un peu en marge. Et puis ou alors on a ceux qui sont aussi en marge de la société, mais différemment. C'est les méga riches, c'est les playboys, c'est justement notre ami Iron Man, donc Tony Stark, et puis Bruce Wayne, donc l'alter ego de Batman, qui sont des collectionneurs de femmes. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça nous montre finalement des personnages qui collent pas toujours justement aux codes sociaux. Il fait des dons aux œuvres humanitaires. Et il collectionne tout ce bazar. C'est comme ça qu'il drague les filles. Elle l'aime pour ses balles de charité, ses bijoux de famille. Oui, sans oublier son énorme compte en banque. Alors le personnage de Superman marche très bien sur ce qui vient de dire Valérie. On crée deux personnalités complètement opposées. Le but, c'est évidemment de trouver encore plus de plaisir dans les exploits de l'un, puisqu'ils répondent à la maladresse de l'autre. Dans les créations tout de suite après, on essaye tout. Alors, par exemple, pendant la guerre, il y aura quasiment une 50aine de super-héros patriotiques qui sont créés par les différents éditeurs qui se battent pour les États-Unis avec les couleurs des États-Unis, mais qui sont quand même des super-héros. Et là, on a tout. On a des journalistes, comme dans leur profession. On a beaucoup aussi d'agents secrets, agents de FBI, de policiers, des personnes, au fond, dont le métier répond à ce qu'ils font lorsqu'ils deviennent super-héros. Donc une sorte de miroir, on fait la même chose, et au fond le côté super-héroïque se repose sur une activité qui est leur activité, leur métier habituel. Et ces super-héros-là ont disparu, on les a pas vus. Regarde, excusez-moi, je suis désolé. Oh, pardon. Oh, attention! Oh, excusez-moi, mademoiselle Lane. Laissez-moi vous... Je vous avais pas... Bien joué, Clark. Personne ne fait attention à toi. Cette sorte de opposition entre une vie privée et une vie héroïque semble quand même nécessaire. Et je pense que le summum, c'est le premier numéro de Spider-Man. Au début des années 60, le premier comics, au fond, la première histoire, les premiers une dizaine de pages de l'histoire qui a été publiée par Marvel, et l'histoire d'un adolescent qui rate son adolescence, qui se fait renvoyer. Alors, il est très bon à l'école, bien sûr, mais en fait, socialement, c'est un désastre. Et en plus, il va faire tuer son oncle pour sa faute, et donc ils ont plus de fric, donc il va chercher du job, il n'en trouve pas, il va même mendier du job aux 4 Fantastiques. Ils disent, mais en fait, on a une association sans but, sans but lucratif. On peut pas te payer. Donc, c'est vraiment voilà, il y a un mélange entre les deux éléments sur une vie ratée d'adolescent qui a 15 ans à l'époque où il acquiert ses super pouvoirs. Donc là, il y a vraiment l'apothéose de cette opposition qui est, je pense, quelque chose qui nourrit bien
l'effet super-héroïque. C'est ce qui manque à certains personnages comme Thor. Thor est Thor. Et donc Thor, il est assez intéressant parce qu'en fait, dans la BD, c'était compliqué de nier cette origine divine. Il est un dieu, donc il est forcément au-dessus des hommes. Donc en fait, on lui crée un alter ego. Et dans la BD, c'est pas Thor. Thor est un personnage qui est un médecin timide, empoté. Il est même handicapé. Il a de la peine à se déplacer. Et il vit sous des alias. Il y en a divers selon l'évolution des comics. On le trouve sous le nom de Donald Blake, de Jay Coulson, de Eric Masterson. Et en fait, quand il devient Thor, il évoque plutôt Thor. Donc il a un bâton qui frappe. On a des très beaux croquis. Il frappe le sol et là, il se substitue et c'est Thor qui intervient. Donc là, on a clairement, on dirait presque qu'en fait, c'est deux personnages. Donc il y a Thor et il y a son alias humain. Et c'était déjà le cas de Captain Marvel, dans lequel l'adolescent, parce qu'il y a une différence d'âge entre l'alter ego et le héros, l'adolescent disparaît dans un limbe en évoquant le héros. Donc il y a effectivement une logique de remplacement. Un aspect intéressant du super-héros, c'est son métier. Alors, avec Clark Kent, il essaye désespérément d'être journaliste. On a quoi? Spider-Man, il est photographe. Qu'est-ce qu'on a encore comme métier? Et au début, Spider-Man vend les photos de Spider-Man, donc il a un bon jeu parce qu'il se photographie, il se fait des selfies en fait, avant la lettre pour les vendre au journal qui le déteste en fait, qui les utilise pour le tracher au début. Parker, tu entends, t'es viré. Pourquoi? Des chiens jouant au frisbee, des pigeons qui s'envolent, un excentrique qui joue aux échecs. Patron! Plus tard! C'est intéressant que Bugle monte New York sous un angle. Oui, j'ai compris, j'y vais. Parker, je te paie pas pour tes qualités artistiques. Je te paie parce que... Je dis pas maintenant! Je te paie parce que ce psychopathe de Spider-Man accepte de poser pour toi. Spider-Man ne veut plus que je le prenne en photo. Vous avez dressé toute la ville contre lui. Et j'en suis extrêmement fier. Maintenant, tu vas me remballer ton petit portfolio ridicule parce que j'ai peur qu'il me fasse faire des cauchemars. Après, comme métier, on a tout. On a même professeur d'histoire. C'est vrai, comme quoi. Une sorte d'Indiana Jones. Enfin, dans les super-héros effectivement patriotiques, il y a beaucoup de références à la guerre d'indépendance. Et il y a un professeur d'astronomie, un professeur d'histoire. Alors maintenant, je me rappelle pas exactement des noms parce qu'il y en a vraiment beaucoup à ce moment-là. On crée à profusion, voilà. Avec peut-être la particularité pour les super-héros qui sont en fait des humains augmentés par la technologie, donc Batman et puis Iron Man qui sont en fait des milliardaires. Donc leur métier c'est à la base chef d'entreprise finalement, même si ils c'est finalement plus vraiment eux qui s'occupent de leur entreprise puisqu'ils ont leurs assistants. Mais c'est vrai que ça pose la question de savoir si un super-héros finalement peut être désœuvré, ne pas avoir de métier, ou qu'est-ce qu'il fait quand il glande dans son salon. Ça a d'ailleurs donné une super série dans les années 90, c'était Les Nuls qui avaient fait la vie quotidienne des super-héros. C'est ça. On les voit bien ventripotents, en train de se tourner les pouces et de s'embêter, ou en passer en revue tous les défauts de leurs copains super-héros, et avec la fameuse phrase mythique de Spider-Man qui dit « Ah là, j'ai bien envie de tisser là ». Remarque, je m'en fous, mais Batman, il est juif. Comment tu le sais? Je l'ai vu. Ma supervision me permet de voir à travers tout. Batman? Juif? Remarque, j'aurais dû m'en douter avec son nom. Remarque, je m'en fous, Attention, chacun fait ce qu'il veut. Robin, tu crois que c'est son vrai nom? Et super rebelote, super 10 de l'air, et super capot. Oh, j'ai envie de tisser, moi. Excuse. Il y a une cystite, ce mec, c'est pas possible. Valérie et Gianni, on continue à parler de la vie quotidienne des super-héros. On a évoqué, souvent on le connaît, Spider-Man, il a une famille, il a une tante, et se sent coupable auprès de sa tante de la mort de son oncle. Les super-héros, à part les parents de Superman qu'on voit mourir, ils ont quoi comme famille en fait ? Alors, la plupart des super-héros, les pauvres, sont orphelins. Donc, il y a vraiment une panoplie d'orphelins. Alors, généralement, la mort du géniteur ou des géniteurs est thématisée comme une des explications de leur soif de vengeance, disons, soif de justice, pour le moins. Il y en a même de particulièrement, malchanceux, parce qu'ils sont doublement orphelins. C'est le cas de Superman, parce qu'il est orphelin de ses géniteurs de Krypton et orphelin de ses parents adoptifs. Donc, cette idée de l'homme qui a coupé tout lien
avec un passé. Alors, Stan Lee, il disait en rigolant, ça arrange les scénaristes parce qu'on n'a pas à raconter tout un environnement familial qui devient vite encombrant et complexe. Oui, voilà. c'est ça. Mais en même temps, effectivement, le héros, depuis toujours, c'est un solitaire. Il y a le moins de liens affectifs possible et donc il peut agir, suivre sa quête sans être embarrassé de ça. Après, ça permet aussi de créer des personnages secondaires. Hein. On a aussi les parents de substitution. Et voilà donc le jeune monsieur Bruce menant son poney gris avec moi sur la bête, comme un sac de vieilles pommes de terre, couvert de boue et dans le temps ma cheville foulée. Ce fut la première et la dernière fois que je lui ai appris l'équitation. On voit par exemple Batman qui est finalement affilié de deux personnages importants. Il a son majordome Alfred. J'ai vu qu'il va bientôt y avoir d'ailleurs une série dérivée sur le personnage d'Alfred. Ah oui. Donc c'est preuve que ça crée encore plus de narratif. C'est des bonnes nouvelles pour Michael Caine, ça. Ça, c'est des bonnes nouvelles pour Michael Caine. Je sais pas si on continue à le prendre, j'espère en tout cas. Mais ce personnage d'Alfred est intéressant parce qu'en fait, il est à la fois le père de substitution pour Bruce Wayne. Il va littéralement s'occuper de lui, l'éduquer, mais en même temps c'est quelqu'un qui est au courant de son secret, donc il fait ce lien entre le côté super héroïque du personnage et puis ce qu'il est dans la vraie vie. Ou Lucius Fox, hein, son fameux créateur de génie qui lui fait toutes ses armes, qui est aussi un peu son lien entre nature héroïque et puis vie humaine. Ou alors on a les X-Men aussi, catégorie extrêmement intéressante puisqu'ils se retrouvent tous dans cette école de mutants avec le professeur X qui fait un peu le papa de substitution. Ici, tu as une chance de faire partie de quelque chose qui te dépasse. Une nouvelle espèce est en train d'éclore. Aide-moi à la guider. À la modeler. À lui donner un sens. Et puis les mutants adultes, Cyclope, Jean Grey, etc., qui font les enseignants, donc aussi les modèles, et qui remplacent ce côté fratrie, en fait, ce côté sororité, fraternité, parentalité, qui font qu'au final, ils se retrouvent finalement quand même dans un univers où ils peuvent avoir des copains, où ils peuvent avoir des parents de substitution. Et parfois des familles de super-héros. Alors, peut-être la plus connue, c'est une famille partiellement reconstituée, c'est les 4 Fantastiques, hein, dans lequel il y a des liens de sang, un frère et sœur, entre la Torche et la Femme Invisible. Il y a des liens affectifs entre Mr. Fantastic et la Femme Invisible. Il y a la Chose qui est ramenée là, c'est une sorte d'oncle qui déprime dans son coin. Et on a eu, tout au début, déjà 1939, Facette qui va tester la logique du couple de super-héros, c'est-à-dire non plus un personnage individuel, mais un couple, un vrai couple dans la vie qui vont se marier par la suite, c'est Bulletman et Bullet Girl. En 42, ils vont même acheter un chien, ça sera Bullet Dog, bien sûr. C'est pas vrai, génial. Tout le monde vole. Et c'est le héros B de la Facette qui exploite, qui teste, en fait, des nouveautés des mondes parallèles. Bon alors, métro, boulot, dodo, on peut pas être un super-héros et avoir une vie sentimentale correcte. Oui, alors ça dépend des périodes, des époques, évidemment. Ah. Disons, en général, pas de sexe chez les super-héros, ou très peu. Au début, relation très platonique, tous les années, jusqu'aux années 60, c'est marqué vraiment par des relations platoniques, voire par des insuccès au niveau disons, de tentatives de se construire une vie sentimentale. Dans le premier épisode de Superman essaye de sortir avec une jeune fille qui le renvoie direct en disant « Mais je t'ai déjà dit 1000 fois, tu me plais pas. » T'es pas mon type voilà, d'homme. T'es pas mon type d'homme. Donc voilà, c'est ça un peu au début. Après, les liens qui sont tissés entre ces super-héros et leurs fiancés platoniques au début, puis parfois déclarés, commencent à durer depuis des années. Et alors, comme les éditeurs de comics sont toujours à la recherche du scoop, ils aboutissent parfois à un mariage. Alors Spider-Man, pour finir quand même, il va réussir à avoir une copine. Elle va mourir. Ah, faut pas dire. non, mais je plaisante. Donc Spider-Man qui se fait renvoyer par cette copine qui s'appelle Sally, une copine du lycée, il va rencontrer quand même une Gwen Stacy qui est une étudiante comme elle qui va devenir sa petite amie. Écoute-moi, tu es Spider-Man et j'aime ça. Mais c'est Peter Parker que j'aime le plus. Je suis prête à l'assumer. Je refuse de te perdre aussi. Alors si parce que tu refuses de me perdre,
On peut pas être ensemble. Tu crois vraiment qu'on arrivera à être heureux? Pas de bol, Gwen Stacy meurt parce que il y a le bouffon vert qui va la balancer en bas du pont de Brooklyn. Donc grand drame sentimental, qui dure très peu de temps puisque Mary Jane, qui était l'ancienne antagoniste de Gwen, elle va intervenir, elle va s'apitoyer sur le sort de Spider-Man. Ça va devenir sa nouvelle copine et pour finir, ils vont se marier. Alors après, avec les histoires, les mondes parallèles, on a beaucoup joué sur les deux personnages, qui se croisent, qui sont jaloux. Voilà, dans toutes les déclinaisons de Spider-Man, on retrouve les deux. Je comprends. Mais il faut pas oublier non plus que, comme on le disait, les comics au départ, ça s'adresse essentiellement à des jeunes et des adolescents, donc qui vont eux aussi expérimenter les premiers émois de l'amour, les copines, les rejets, et puis qui finalement vont quand même pas mal rentrer dans le moule, donc se marier et fonder une famille. Donc ça, c'est assez évident que les scénarios de comics suivent exactement ce schéma-là qui est hyper traditionnel. Donc le comics plutôt assez valeur conservatrice. Mais il y a d'autres super-héros qui sont intéressants, justement ceux qui sont de nature divine. Donc Thor essentiellement, qui lui, dans la mythologie, forcément il est en couple avec une autre déesse, Sif. Et là, dans le comics, il fallait quand même lui donner un lien beaucoup plus fort avec les humains. Puisque au final, pourquoi venir protéger la Terre si on n'a pas vraiment de choses à y faire? Donc il va passer beaucoup de temps sur Midgard dans la BD et on va lui créer une copine humaine qui est Jane Foster. Et là aussi, ce qui est marrant, c'est que dans la BD, on retrouve cette navigation en fait entre le monde surhumain et mythique, mythologique, et le monde humain, dans la BD, en tout cas, il va avoir deux copines. Donc le scénario du tiraillement amoureux, oui, il va avoir la fameuse déesse Sif, avec qui il est en couple, et aussi Jane Foster sur Terre. Donc pour l'instant, ça n'a pas du tout été exploité dans la version cinéma, qui s'est concentré sur son histoire amoureuse avec Jane de façon extrêmement classique, la rencontre, le développement amoureux et la rupture dans le numéro 3. Alors, à peut-être à voir pour la suite s'ils vont nous faire intervenir, je sais pas s'il y a un Thor, je crois qu'il y a un Thor 4 qui est prévu. Donc, Mais alors, quand est-ce qu'ils baisent tous ces gens? Jamais. Non? Ou en cachette. Non, en cachette. J'adore les grands types baraqués qui n'ont pas peur de jouer les durs devant une femme sans défense. Vas-y, en douceur, c'est mon dépucelage. C'est compliqué, les scènes il y a des scènes qui sont sexualisées, On pense à Batman le Retour, dans lequel il y a une Catwoman sulfureuse, avec Michelle des Pfeiffer. accents. Elle était dingue, c'était la meilleure. Incroyable. Évidemment. Bien curée. Il y a une sensualité en plus un peu bondage qui ressort et qui est très affirmée. C'est Tim Burton, c'est pas non plus un exécutant quelconque. Mais disons, généralement, c'est très soft. Très chaste. Il n'y a pas de scène de sexe, y compris dans le cinéma, dans les films de super-héros beaucoup plus récents, où on pourrait penser que, vu que c'est un peu dans l'air du temps quand même de pas mal montrer de nudité, il n'y a rien. Ça n'existe pas, en tout cas à notre connaissance, une scène de sexe. Non, il y a des baisers, oui, mais par contre il y a d'autres formes d'érotisation. D'ailleurs, alors on s'est largement plaint et critiqué des super-héroïnes qui elles sont hyper sexualisées, hyper érotisées. On les montre en string, on les montre à demi nues. Alors Wonder Woman, She-Hulk par exemple, la version féminine de Hulk, elle est, je crois, tout le temps en bikini. Donc ça a été largement critiqué. Et là, on voit plus récemment une érotisation du corps des super-héros, en tout cas au cinéma. Il y a la scène obligatoire du super-héros qui sort torse nu, et d'ailleurs c'est vachement aussi lié au nom d'affiches qui sont utilisés, les filles qui vont aller voir ces films, puisque maintenant on a aussi une évolution du public, donc public féminin, qui s'est peut-être pas intéressé au BD, mais qui va voir les versions au cinéma, et qui veulent voir le Chris Hemsworth qui fait Thor, ou Henry Cavill qui fait Man of Steel, la scène torse nu, donc c'est aussi une manière d'érotiser finalement le corps de ces super-héros sans passer par la case sexe. Et l'homosexualité? L'homosexualité arrive très tardivement, et comme un peu partout dans les médias de masse. Autrefois, l'homosexualité était une stigmatisation destinée à soulever le ridicule. Et puis, les choses commencent à changer. La nécessité de vouloir maintenir une logique tout public de la part des gros éditeurs fait que les choses sont restées toujours un peu souterraines, un peu suggérées au mieux. Ouais, dans les années 80, on a quelques héros qui arrivent et qui sont
de manière implicite un peu homosexuelle. Ouais, en tout cas, on veut pas fâcher, y compris encore à l'heure actuelle, des marchés ou des pays où la question de l'homosexualité pose beaucoup de débats. La Chine, la Russie, les pays arabes, qui sont des gros consommateurs de super-héros et qui adorent ça. Donc, il y a eu une sorte de coming out des super-héros qui s'est fait progressivement, notamment par les créateurs qui ont déclaré. Donc, Catwoman, par exemple, devient bisexuelle. C'est son scénariste, Brian Azzarello, qui le dit en 2002. On a ensuite une Batwoman qui se présente comme lesbienne, donc c'est Katie Kane dans la vie privée. Et d'ailleurs, ça a suscité tout récemment un débat avec, puisqu'elle va être adaptée au cinéma, avec une actrice qui s'appelle Ruby Rose, qui est très connue dans la série Orange is the New Black, qui se définit elle-même, d'ailleurs elle est très queer et elle est lesbienne dans la vraie vie, et ça a créé tout un débat sur les réseaux sociaux sur le fait que, aux yeux des fans de Batwoman, elle n'était pas assez lesbienne pour incarner le rôle. Donc il y a cette idée d'être beaucoup plus attentif aussi auprès des minorités, d'inclure beaucoup plus aussi la vision des fans dans les scénarios. Et puis après, effectivement, le fameux c'est Green Lantern, dont l'homosexualité aurait plus ou moins été évoquée déjà depuis les années 40. Non, on ne pouvait pas vraiment le définir comme homosexuel dans les années 40, donc c'est un super-héros tout à fait épanoui dans sa masculinité hétérosexuelle comme il fallait à l'époque, mais c'est justement un coming out d'après coup, c'est un cas particulier parce que normalement les super-héros homosexuels, qui est déjà, encore une fois, souligne ce que vient de dire Valérie, c'est les BD jusqu'à maintenant qui les ont thématisés. Le cinéma, c'est trop dangereux. On risque des marchés importants. Mais dans les BD, on s'adresse à un autre public, on peut tester ça. Donc c'est les années 80, c'est Northstar, le premier coming out, disons à peu près historique. C'est un super-héros canadien proche des X-Men. Et le Green Lantern, ça va intervenir après coup. C'est-à-dire, c'est un super-héros du Golden Age. C'est vraiment un super-héros originel qui date de la fin des années 30. Voilà, c'est la surprise générale, d'une certaine manière. Alors que les super-héros plus récents, ils sont déjà un peu plus modifiables, malléables. C'est un peu comme si on découvrait que... là, on va quand même... Que James Bond était gay. Voilà, on va désacraliser un peu le canon. Mais par contre, il y a, si je peux ajouter encore quelque chose là autour, il y a des accusations d'homosexualité. Et c'est le cas classique du couple Robin-Batman est accusé par le psychologue Weltham dans les années 50 avec le livre La perversion de l'innocence qui attaque de plein fouet les comics d'avoir une relation homosexuelle. Cases à la pluie, il y a des cases dans lesquelles effectivement on voit Robin et Batman se coucher dans le même grand lit dans la demeure de Batman, et évidemment